Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art, proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons ensuite avec l'interview de l'art à la une où nous aurons le plaisir de recevoir dans quelques instants Alexandre Gicquelot, le président du groupe Drouot, que vous connaissez notamment via l'hôtel des ventes Drouot ou encore la Gazette Drouot. Nous évoquerons avec lui le modèle de ce groupe Drouot qui se définit comme une plateforme. Et nous enchaînerons en troisième partie avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré cette fois-ci aux investissements boursiers vus du point de vue de l'épargnant individuel. Nous nous poserons deux questions avec Régis Yankovici, fondateur et dirigeant de Luxavie. Nous lui demanderons dans un instant si c'est la fin des gestions passives et notamment des ETF dans le contexte de turbulences sur les marchés financiers actuellement. Mais nous nous demanderons aussi que faire à la fin de l'effet TINA pour There is no alternative. Autant de questions que nous aborderons dans un instant. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Comme tous les vendredis, nous commençons avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjan. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci. Vous êtes journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Par quoi commence-t-on cette semaine, Sybille ? Alors, on va commencer par Pareil Plus par Art Basel qui a dévoilé le programme de son Hors les murs qu'il a intitulé Site. Et donc, c'est une vingtaine d'œuvres d'art qui seront mises à profit de tous dans les espaces publics parisiens, le Jardin des Tuileries, la Place Vendôme, le Musée national Eugène Delacroix et la Chapelle des Petits Augustins des Beaux-Arts de Paris. Les candidatures pour ces secteurs étaient des candidatures ouvertes à toutes les galeries, indépendamment de leur participation à Paris+. Et donc, ce qu'on peut remarquer déjà, c'est qu'il y a une seule exposition qui rassemble les œuvres du Jardin des Tuileries et du musée Eugène Delacroix. Comment s'appelle cette exposition ? Cette exposition s'appelle La suite de l'histoire, curatée par Annabelle Ténez. Et donc, on va retrouver dans le Jardin des Tuileries notamment une sculpture qui s'appelle Blue Obelisk with Flowers de Niki de Saint-Phal. Alors, ce n'est pas celle-ci que vous voyez à l'écran, mais on la verra juste après. Il y a aussi The Green Pavillon de l'architecte française Odile Decht, Phone User. Voilà, c'est celle-ci la photo de l'œuvre de Niki de Saint-Phal, exactement. Il y a Phone User 4 de l'artiste allemande Judith Hopf. Donc, c'est une sculpture en béton figurant un personnage grandeur nature tenant un smartphone. Et puis, au sein du musée Eugène Delacroix sera présentée une installation de l'artiste franco-américain Tadeusz Mosley. Sur la place Vendôme, ensuite, l'artiste germano-polonaise Alicia Quaid présentera Au cours des mondes, curatée par Jérôme Sens. C'est celle qu'on a vue tout à l'heure. C'est une installation, alors ça c'est une maquette parce que c'est l'installation la plus grande qu'elle n'a jamais encore réalisée et donc qui met en scène des sphères dialoguant avec des escaliers. Et enfin, la Chapelle des Petits Augustins des Beaux-Arts sera investie par Carla, une œuvre d'Omer Fast. Autre actualité cette semaine, Sybille, la maison de vente aux enchères Philips réalise un partenariat avec une maison chinoise. Exactement. Alors malgré la crise sanitaire très stricte qui est mise en place en Chine, qu'il y a eu en Chine, la maison de vente Philips a réalisé un partenariat stratégique avec la maison chinoise Yongle de Pékin. Philips souhaite développer sa présence en Chine et surtout en Chine continentale. Et donc, ils collaborent ensemble pour créer plusieurs ventes qui auront lieu en automne à Hong Kong, mais aussi à Pékin. Il y aura d'abord du 30 novembre au 1er décembre une vente organisée par Philips autour d'œuvres d'art du XXe siècle, de l'art contemporain et de design. Et puis ensuite, tout début décembre, des ventes d'art moderne et contemporain à Pékin qui seront dirigées par la maison Yongle, permettant donc aux clients de Philips de participer aux ventes aux enchères en Chine continentale. La Chine, ça attire pas mal les maisons de vente aux enchères. On en avait parlé avec Christy sur ce plateau. Philips est déjà bien implanté en Chine aujourd'hui ? Oui, alors c'est selon Jonathan Crockett, qui est le président Asie de Philips, qui s'est exprimé à travers un communiqué. Le rôle de l'Asie sur le marché de l'art a atteint des nouveaux sommets depuis les dernières années. Il chiffre notamment qu'au premier semestre 2022, 40% des ventes mondiales de Philips ont été réalisées par des enchérisseurs
asiatique. Le lot le plus précieux de l'histoire de Philips, qui a jamais été vendu, c'est l'œuvre monumentale Untitled de Jean-Michel Basquiat, qui a été réalisée en 1982, qui provient de la collection de Yasuka Maezawa. Et cette œuvre a été vendue à un collectionneur asiatique pour 85 millions de dollars. Et toujours dans le cadre de l'expansion de l'entreprise en Asie, Philips déménagera son siège social asiatique dans une tour conçue par Herzog et de Meuron à Hong Kong au printemps 2023. Et une fois n'est pas coutume, pour finir les actualités dans le monde de l'art avec vous, Sybille, on revient sur un feuilleton juridique une fois encore. Voilà encore une histoire d'escroquerie dont on avait déjà parlé. Qu'on aime tant dans cette émission. C'était celle du marchand d'art Inigo Philbrick, surnommé le mini Madoff du marché de l'art. Alors ce jeune marchand américain de 35 ans avait été reconnu coupable d'avoir escroqué pour 86 millions de dollars ses clients en vendant plusieurs fois la même œuvre ou alors en vendant tout simplement des œuvres qu'il n'avait pas. Une sorte de schéma à la Ponzi, comme on pourrait dire. Bien sûr. Il avait eu 7 ans de prison et aujourd'hui, en fait, c'est son partenaire commercial et conseiller financier et aussi marchand d'art britannique qui s'appelle Robert Newland qui a reconnu son implication. Il a été extradé vers les États-Unis le 22 septembre dernier et il a plaidé coupable pour complicité. Il risque jusqu'à 20 ans de prison, mais ça, ce sera une décision juridique ultérieure. Ultérieure que nous pourrons suivre comme un feuilleton dans Smart Patrimoine et notamment dans l'art à la une. Merci pour ces actualités, Sybille, et nous avons le plaisir d'accueillir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Alexandre Gicquelot, président du groupe Drouot. Bonjour Alexandre Gicquelot. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors on dit le groupe Drouot puisqu'il n'y a pas que l'hôtel des ventes Drouot, il y a plusieurs activités. Vous vous définissez comme une plateforme, la plateforme Drouot. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles sont les activités du groupe Drouot? Évidemment, l'activité historique, le cœur de métier, ça reste l'hôtel des ventes. Bien sûr. Qui est, je le rappelle, le plus grand hôtel des ventes du monde. En France, on a un peu tendance toujours à oublier ça, mais c'est quand même un hôtel qui fait plus de 500 ventes par an, avec 5000 personnes par jour. Enfin, c'est vraiment une très très grosse et belle machine. Un hôtel des ventes qui n'est pas une maison de vente aux enchères, hein, qui accueille des ventes aux enchères, mais qui n'est pas une maison de vente aux enchères à proprement parler. C'est un outil. Vous pouvez nous expliquer la différence? Une maison de vente aux enchères est une société intégrée, alors que l'hôtel des ventes est une plateforme qui accueille toutes les maisons de vente possibles. Et chacun a pour caractéristique d'être à la fois le concurrent du voisin, mais de mettre en commun des moyens communs. Voilà, c'est une particularité très française, mais qui marche très bien. Et donc le groupe Drouot, ça rassemble énormément d'activités aujourd'hui. Oui, historiquement, très rapidement, Drouot a eu en charge l'activité d'annonce de vente avec la Gazette Drouot. Bien sûr. Depuis 1891, je crois. Et puis, tout à fait récemment, on a développé depuis les années 2006, évidemment, la partie numérique, qui, elle, s'est développée de façon vertigineuse en quelques années. Pour vous donner une petite idée, le Covid a été pour nous une plateforme de lancement incroyable. Les ventes qu'on appelle dans un bon français online only ont progressé de 200% depuis le Covid. Pour vous donner des chiffres qui sont... D'accord. Okay. Et ça, quand on parle de vente online only, ça veut dire que la galerie ne se déplace plus, par exemple, pour faire sa vente à Drouot, C'est-à-dire que la vente est 100% dématérialisée. D'accord. Les objets sont dans un entrepôt, photographiés, passent sur Internet, sont achetés par un acheteur qui ira chercher le lot ou se procurer le lot directement dans le hangar. Il n'y a plus d'exposition, plus de vente physique, plus de marteau. C'est autre chose, mais ça se développe beaucoup, notamment pour les ventes plus modestes et qui ont moins d'intérêt médiatique. Parce que forcément, du coup, les frais sont peut-être moindres quand on passe seulement par la plateforme online. Qui peut être exactement, plus exactement. C'est-à-dire que les frais pour une maison de vente sur une structure online only sont infimes par rapport à ceux engagés dans une vente classique où il y a un transport, une assurance, du personnel, une présence. Mais là, vous changez radicalement de métier quand même par rapport à votre métier d'origine. Sur ça, vous êtes vraiment sur un métier de plateforme digitale presque. Oui, Drouot.com, c'est une plateforme digitale, mais c'est toujours le même métier. Le même métier, c'est vendre des objets d'art pour le compte d'un client. Ce qui change, c'est le médium en fait. Médiateur, oui. Voilà. Et on a changé effectivement radicalement parfois de métier, mais le fond reste le même. Et l'objectif que je fixe pour le groupe Drouot, c'est de devenir la plus grande plateforme
la plus efficace, du moins, possible pour tous les aspects et toutes les caractéristiques du marché de l'art des ventes publiques. Ça, c'était un passage vraiment obligé pour redynamiser, moderniser l'hôtel Drouot. Oui, évidemment. Évidemment, si aujourd'hui l'hôtel Drouot était le seul actif du groupe, bon, les locations de salles pour les ventes, on aurait des difficultés importantes puisque les ventes diminuent en nombre, mais augmentent en chiffres. D'accord. Et parce qu'il y a moins d'acteurs de... Non, il y a toujours à peu près le même nombre d'acteurs, mais pour des raisons de pragmatisme économique, les ventes les plus modestes ne passent plus en vente physique. D'accord. Ce qu'on a abordé il y a 2 secondes. Et heureusement, nous avons eu l'intuition très tôt, parce que 2006 c'était assez tôt pour ce genre de choses, ce qui a permis d'être le premier, un des premiers, si ce n'est le premier. Et aujourd'hui, la plateforme Drouot.com est la première en Europe. On a près de 700 maisons de vente qui travaillent à travers Drouot.com. Et je le rappelle, dans le groupe Drouot initialement, il n'y a qu'une cinquantaine, une soixantaine de maisons de vente. Et à travers, est-ce que vous apportez aussi tout un service à ces ventes aux enchères, alors soit que ce soit celles qui passent en ligne, soit celles qui louent des salles de vente? C'est l'objectif. L'objectif, c'est d'apporter un service de A à Z. On a également un service de logistique, de garde-meubles, donc on peut faire les livraisons, etc. L'idée est vraiment de garantir un service du début à la fin et le meilleur possible pour les ventes publiques. Alors, une question que j'ai envie de vous poser et que je pense que beaucoup de monde se pose quand on parle de vente aux enchères, c'est vrai qu'on a un peu cette image d'Épinal des toiles de maître adjugées à des millions, voire des millions d'euros, des milliards, peut-être pas encore, mais des millions d'euros ou autres. Qu'est-ce qu'on achète? Enfin, vous êtes la meilleure personne pour répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on achète aux enchères en 2022 aujourd'hui? Alors, ça fait des années que j'estime que notre métier est vraiment sorti de l'image d'Épinal et a un avenir absolument incroyable. Parce que la vente publique, depuis son origine, et Drouot depuis 1852, est complètement éco-compatible puisqu'on recycle en permanence des objets. Et on ne crée pas, on ne va pas couper des sapins en Suède. Bien sûr, oui. Donc, je vois avec les générations, avec mes enfants, des générations d'adolescents aujourd'hui, ils ne veulent plus acheter d'objets neufs. Et notre recyclage permanent d'objets d'art très importants ou d'objets de décoration plus modestes a un avenir, selon moi, flamboyant. Mais ça repose aussi sur le fait que vous apportez votre expertise et peut-être il y a le label Drouot qui fait que quand c'est passé par les maisons de vente, enfin par vos salles, on est sûr que c'est des œuvres expertisées. Exactement. Etc. Tout le monde peut vendre à Drouot? Alors, il faut un... Non. Il y a un gage de qualité quand même. Un agrément. D'accord. Un agrément du conseil d'administration. Et ce qu'il faut préciser, c'est que Drouot est un gage de qualité, mais la France est un gage de qualité, puisque en France, la vente publique est réglementée par la loi, et de façon assez stricte, et c'est le seul pays au monde. Les États-Unis, qui avaient une toute petite réglementation, ont aboli totalement, ils ont libéralisé totalement le marché, et ce qui permet d'avoir la garantie. Le modèle à la française, c'est un commissaire-priseur et un expert indépendant. On a les meilleurs experts du monde en France, on a des très bons commissaires-priseurs, et effectivement, l'achat est absolument garanti et le consommateur est totalement protégé. Comment ça se passe? Il va y avoir la maison de vente vous allez passer en revue toutes les œuvres qu'ils vont vouloir vendre au sein de vos salles? Hélas, non, j'aimerais bien. Non, ça me semble un petit peu colossal. Ça serait colossal, mais étant une plateforme, on offre un service, et donc on n'a pas encore de contrôle sur la qualité du service qui est rendu. En revanche, c'est la mission du Conseil des ventes en France, qui lui contrôle, c'est notre organisme de tutelle, il contrôle la bonne conduite des ventes publiques en France. Vous l'aurez compris, mes questions sont généralement en lien avec l'image d'Épinal de la maison de vente aux enchères. Deuxième question, est-ce qu'il faut être riche pour acheter aux enchères aujourd'hui? Oui, il faut être riche, il faut être très riche en imagination. D'accord. Il faut être riche dans sa tête. Non, évidemment, les objets d'art par nature sont toujours un petit peu chers, parce qu'ils sont rares, et plus ils sont beaux, plus ils sont rares, plus ils vont être chers, et on va atteindre des prix parfois considérables. Mais l'objet d'art et de décoration, c'est un domaine très vaste. On peut très bien acheter, par exemple, une ménagère en argent massif qui coûtera
moins cher qu'une ménagère en métal argenté neuve, mais il va manquer une petite cuillère, il va manquer, ça aura le charme aussi de la patine et on peut acheter de 10 euros à 10 millions à Drouot. Et le panorama est assez vaste. D'accord. Est-ce qu'il y a un portrait robot de la personne qui va venir acheter à Drouot? Est-ce que c'est une certaine... Mais j'aimerais qu'il évolue ce portrait robot. Aujourd'hui, c'est quelqu'un quand même, c'est un connaisseur Oui. Qui a du temps pour pouvoir visiter les expositions, savoir exactement repérer, des curieux. C'est un musée éphémère permanent. Vous avez en permanence des objets d'art très importants et surtout vous avez un éventail. Vous passez de la préhistoire à l'art contemporain en passant par tous les secteurs, les bijoux, l'art primitif, les livres, je ne sais pas, la paléontologie, ce que vous voulez. Donc c'était cette image un peu classique. Et demain, grâce au numérique, on peut de son bureau ou de son temps libre à la maison consulter les objets sur Internet, se faire appeler par des messages d'alerte. Si vous collectionnez Van Gogh, parce que vous avez bon goût, vous mettez un mot-clé Van Gogh, vous recevez toutes les références Van Gogh à travers les 700 maisons de vente qui vendent sur Drouot.com. Et c'est devenu beaucoup plus facile. Très rapidement, vous nous avez évoqué le profil historique, le profil vers lequel vous voulez aller demain. C'est quoi? C'est le trentenaire qui meuble son appartement, par exemple, ou on n'est pas jusque-là quand même? Oui, le profil, l'objectif, c'est de prendre la place d'IKEA. Oui. C'est ça. Très clairement. Et c'est pas impossible. C'est pas impossible. Toute proportion gardée. Bien sûr, oui, bien sûr. Et puis c'est pas le même profil ni intellectuel ni social. Hein. C'est quand même l'intérêt des objets d'art fait appel quand même à un minimum de fonds de culture et d'éducation. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais d'élargir au maximum le panorama des clients. On parlait du 19e siècle avec d'Épinal. Ouais. C'était une époque où Drouot était totalement fermé. C'était une institution ouverte, mais les marchands, les professionnels faisaient en sorte de tout fermer, de ne divulguer aucune information. Tout était secret, c'était un monde très, très secret. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Et on a atteint aujourd'hui le millionième quand même acheteur sur Drouot.com. Et ben on finira là-dessus sur ce millionième acheteur sur Drouot.com. Merci beaucoup Alexandre Gicquelot, président du groupe Drouot. Merci également Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, où nous allons revenir sur plusieurs sujets boursiers. En ce qui concerne l'épargnant final, nous allons tenter de comprendre un petit peu le contexte actuel. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Régis Jancovici, fondateur et dirigeant de Luxavi. Bonjour Régis Jancovici. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Certains qui nous écoutent connaissent certainement votre nom, puisque vous avez tenu une chronique pendant 1 an et demi sur Radio RCJ. Et vous avez, j'ai envie de dire, réuni toutes ces chroniques dans un livre qui s'appelle Parlons peu, parlons bourse, que l'on va voir à l'écran dans un instant, où vous commentez avec humour un petit peu l'actualité des marchés financiers. Et on avait envie de revenir avec vous sur deux thématiques un petit peu en matière de bourse actuellement. On est dans un krach obligataire, on est face à des marchés actions qui dévissent depuis le début de l'année. Le CAC 40 perd environ 20% depuis le 1er janvier. Les grands indices américains sont dans une tendance un peu similaire, sauf pour le Nasdaq où c'est encore plus marqué. Une question, quand tout montait, quand les marchés financiers montaient, on entendait régulièrement que la gestion passive suffisait à elle-même, que parfois elle surperformait la gestion active. Est-ce qu'avec des marchés financiers qui connaissent certaines turbulences, comme on peut le voir aujourd'hui, c'est la fin de la gestion passive? Alors, c'est compliqué de répondre en un seul mot Bien sûr, oui. à votre question, et a besoin de préciser les choses par ce qu'on entend par gestion passive. Bien sûr. La gestion passive, c'est de faire une gestion passive de produits passifs. Si vous faites une gestion active de produits passifs, vous ne faites pas de la gestion passive, vous faites de la gestion active. D'accord. Et donc, moi, j'ai envie de répondre à votre question, si je la prends, on va dire, au premier degré, que la gestion passive, donc la gestion passive de produits passifs, bien sûr, oui. a
est dans le coma actuellement. D'accord, ok. Elle est dans un état de décomposition avancée parce que, alors si on prend le portefeuille, l'archétype de la gestion passive, on va dire un portefeuille 60-40, qui a produit des résultats merveilleux parce qu'on avait, alors 60-40, c'est 60% d'actions, 40% d'obligations. On est sorti d'une période de plus de 30 ans merveilleuse, puisque globalement, alors avec évidemment un peu de volatilité, mais que les actions se sont bien comportées, les obligations également, et que... Oui, puis on avait cette vision un peu de, on sécurise 40% du capital sur les obligations, on va chercher de la performance sur les actions, et ça fonctionne comme ça. Et ça fonctionnait, ça fonctionnait comme ça, bien sûr. Exactement. Oui. Sauf que depuis le début de l'année, qu'est-ce qu'on a ? On a la corrélation entre les obligations et les actions qui s'est inversée. Bien sûr. Et que les deux baissent de concert. C'est ça. Avant, quand l'obligataire montait, les actions baissaient, et inversement. Là, pour le coup, les deux suivent les mêmes tendances. Pour être très précis sur les mots, c'est quand les actions baissaient, les obligations montaient. Mais il leur est arrivé de monter, même assez souvent, ensemble. D'accord. Mais systématiquement, les actions baissaient, les obligations montaient. C'est même arrivé durant la crise de 2008, c'est arrivé durant la crise de 2000. Sauf que ce coup-ci, ça ne marche pas comme ça. Donc, quelque part, quelle est la cause de ce phénomène ? Ça se tient en un mot, c'est l'inflation. Bien sûr, oui. Donc ça veut dire que si vous voulez mettre en place une gestion passive, vous devez avoir un avis sur l'inflation. Un mot peut-être de définition quand vous dites gestion passive d'actifs passifs. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par actifs passifs ? Alors, ETF ? ETF. Alors, d'accord. On a aussi des fonds indiciels. Bien sûr, on peut acheter des fonds indiciels, mais je trouve que perdre l'intérêt de la gestion en continu, c'est vraiment dommage. Ça coûte un tout petit peu plus cher en frais de transaction. D'accord. Franchement, ça vaut le coup. Donc la gestion passive n'est pas morte du moment qu'on en a une gestion active, c'est ça ? Et c'est bien résumé. D'accord. Merci. Donc il faut avoir une gestion active de ces ETF, c'est ça ? Oui, parce qu'en fait, les ETF sont loin d'être morts. Bien au contraire, c'est un succès phénoménal. C'est une révolution dans le marché, dans l'offre de produits financiers. Et je vais même jusqu'à dire, mais certains vont devoir se boucher les oreilles, c'est que les OPCVM sont morts. D'accord. Ah oui, d'accord. Par contre, vous ne mâchez pas vos mots sur les OPCVM. Oui, d'accord. Ils vont mourir parce que hier, le choix, c'était de dire je fais de l'OPCVM ou je fais de l'ETF, donc je fais une gestion, je délègue à un gérant qui va faire une gestion active, ou je délègue à un gérant qui va faire de la gestion passive. Mais maintenant qu'on fait de la gestion active au sein d'ETF, qu'est-ce qu'apporte la structure OPCVM ? C'est une structure obsolète. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut avoir plein d'ETF différents, plein d'ETF thématiques différents, et ensuite arbitrer comme on arbitrait avec des actions. Après, je dirais que ça dépend de la stratégie qu'on veut mettre en place. Moi, je pense qu'on peut faire une gestion active avec un faible taux de rotation. D'accord. Okay. On n'est pas obligé d'aller sur de la gestion thématique. On peut rester sur des grands indices et constituer un portefeuille diversifié avec deux ETF, actions et obligations. D'accord. Mais pas rester figé sur le 60-40. D'accord, ok, je comprends. Je veux un exemple très concret. On a voulu concurrencer le 60-40. On a dit voilà, on va prendre une moyenne mobile. À chaque fois que ça casse vers le haut, on achète de l'action. À chaque fois que ça casse vers le bas, on vend. Et c'est un portefeuille qui, sur 15 ans, fait plus de 8% en annualisé, contre le 60-40 qui, maintenant, à cause de cette année, est à 6,30 à peu près. Autre sujet, Régis Jancovici, qu'on voulait traiter avec vous, qui tient en un mot. Tina, there is no alternative. Ah, la meilleure copine des investisseurs. Exactement, exactement. En tout cas, la meilleure copine des investisseurs jusqu'à il y a quelques mois. Parce que jusqu'à il y a quelques mois, on pouvait dire, oui, effectivement, il n'y a pas d'alternative au marché boursier, au marché action en tout cas, donc allons sur les marchés actions. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Oui, mais c'est plus la même Tina. D'accord, ok. Alors, je vais pas dire sa sœur jumelle parce qu'elle lui ressemble pas beaucoup, mais c'est plutôt there is now an alternative. D'accord. Et l'alternative, quand on voit les taux d'intérêt, à 4% pour les taux relativement courts, allez, le 2 ans américain, où on est aujourd'hui autour de 2,30 sur le 10 ans allemand, on peut se dire que c'est très concurrentiel par rapport à des actions Bien sûr. Qui ont un rendement. Alors, j'ai le chiffre aux États-Unis, on est à 1,80, 1,90 aux États-Unis. Alors, c'est vrai que sur les actions, on a l'espoir d'améliorer le capital, bien ce sûr, qu'on n'a pas avec une obligation. Mais cet écart n'a jamais été aussi élevé depuis une vingtaine d'années. Donc ça veut dire que l'alternative maintenant c'est d'aller sur les marchés obligataires et donc on perd finalement mais ça va à l'inverse de ce que vous nous disiez tout à l'heure quand les marchés aujourd'hui on a des marchés actions qui baissent et des marchés obligataires qui baissent. Non, moi je vous ai fait la photographie bien sûr. à aujourd'hui. Mais ça,
je reviens 2 secondes sur le sujet d'avant parce Oui, bien sûr. qu'il me tente trop. C'est que ces gérants, ces investisseurs passifs doivent finalement avoir un avis sur l'inflation. Donc, D'accord, se prononcer, d'accord, oui, savoir si elle est durable ou transitoire. Moi, mon D'accord. avis sur l'inflation, c'est que les banques centrales vont réussir à juguler l'inflation. Un des proverbes d'un très classique, c'est « Don't fight the Fed ». Alors, je ne vais pas commencer aujourd'hui à me battre contre la Fed. Non, je pense qu'ils vont réussir. Ça va coûter cher, ça va coûter une récession, mais ils vont réussir. Donc, je ne vais pas aujourd'hui miser contre la Fed. Donc, dans les portefeuilles dont j'assure la gestion, aujourd'hui, j'achète, oui, des obligations à long terme. Donc c'est voilà, l'alternative aujourd'hui, c'est le marché obligataire. Tout à fait. Alors, voir le marché à très court terme, je vous ai dit 4% sur le 2 ans américain, vous n'êtes pas obligé d'aller forcément à très très long terme. Bien sûr. On parle là, effectivement, on parle d'obligations d'État. C'est la même chose pour les corporates ? Alors, je trouve le moment, mal choisi pour faire des corporates. D'accord. Les valorisations, il ne me semble pas qu'elles aient pricé la récession. Je pense qu'il faut... Le problème des corporates, c'est que vous avez une corrélation marché d'actions et que c'est pas... Alors déjà, nos obligations d'État diversifient peu les actions. Les corporates le diversifient encore moins. Donc, je n'ai pas d'intérêt aujourd'hui sur ce sujet-là. Donc, there is now an alternative. Et cette alternative, c'est le marché obligataire. Est-ce que, du coup, parce que là, en fait, on a évoqué ce qu'on appelle la gestion passive, donc les ETF, on a évoqué le marché obligataire. Et dans tout ça, mais c'est dans mes questions, on n'a pas parlé d'actions. Est-ce que, du coup, les actions, on les met en pause en ce moment ? Alors, il faut voir comment on est entré dans cette difficulté de marché. On a eu la chance, nous, d'y rentrer de façon extrêmement confortable parce qu'on a été très, très, très sous-investi. Et aujourd'hui, on a bâti une batterie de quelques indicateurs à surveiller pour réinvestir en actions. Lesquels ? Alors, je pense qu'il faut assez simplement que le dollar inverse sa tendance haussière. Ok, d'accord. Qu'on cherche des points de stabilisation du dollar. Il faut... Alors ça c'est financier. D'un point de vue macroéconomique, il faut que le marché de l'emploi aux États-Unis se dégrade pour dire que la Fed a commencé un processus, a mis en place un processus. On ne l'a pas encore vu, ce marché de l'emploi, il reste quand même assez solide. Voilà, je vais donner deux Bien sûr, alors même que justement, ça fait partie des missions de la Fed de maintenir l'emploi aux États-Unis. Alors aujourd'hui, elle a fait son choix. Oui, bien sûr, elle a fait son choix, c'est sûr. Oui. C'est l'inflation, c'est la problématique de l'inflation, et ils vont réussir. Et donc, si jamais le marché de l'emploi se dégradait aux États-Unis, selon vous, ce serait une bonne nouvelle pour revenir sur les actions ? Il est clair qu'aujourd'hui, les mauvaises nouvelles macroéconomiques seront des bonnes nouvelles pour le marché boursier. Pour moi, c'est une évidence. Et dès lors que les investisseurs renifleront le début de la récession vraiment concrètement et la détérioration des chiffres macroéconomiques, les marchés remonteront. Merci beaucoup, Régis Yankovici, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine pour commenter un petit peu cette actualité boursière, dans un exercice de 10 minutes. Donc effectivement, on va à l'essentiel. Mais merci, je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavie et que vous avez écrit un livre que l'on voit apparaître à l'écran, qui reprend donc vos chroniques pendant 1 an et demi sur Radio RCJ. Parlons peu, parlons bourse. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve lundi prochain à 13h sur le plateau de Smart Patrimoine.